Je suis mariée depuis 40 ans avec mon constructeur. Qui suis-je? Bienvenue dans Le Parc et vous. Notre émission vous fait découvrir les entreprises du parc, mais surtout celles et ceux qui les dirigent. Je suis sûre que vous n'avez pas trouvé la réponse à la question. Alors, je vais laisser notre invité vous y répondre. Alors, bonjour Benoît. Alors déjà, ma première question, avec qui tu es marié depuis plus de 40 ans maintenant? Eh bien, en fait, bonjour. Enfin, depuis 40 ans, c'est pas moi directement qui suis marié, avec un constructeur qui est Brandt, mais c'est l'activité service de Brandt, qui est située sur le site du parc depuis 40 ans et qui assure tout le service après-vente en fait, du groupe Brandt. Alors, le groupe Brandt, c'est les marques Brandt, Vedette, De Dietrich, Sauter. Et c'est les produits électroménagers qu'on trouve dans la vie du quotidien. Donc c'est les fours, les tables induction, les tables gaz, les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les lave-linges, les sèche-linges. Donc c'est tout un environnement qu'on côtoie tous les jours et sur lequel on assure tout le service après-vente. Donc ça fait effectivement plus de 40 ans qu'on assure ce service après-vente parce que ça a toujours été une volonté du constructeur d'avoir un service complet, parce qu'on fait à la fois donc, le service après à partir du service consommateur et de l'avant-vente du conseil, de l'après-vente et qui va de la fourniture des pièces détachées jusqu'à l'intervention de nos techniciens à domicile. Et ce sont nos propres techniciens, donc avec les formations en usine, avec l'expertise constructeur. Donc c'est une force en fait? Ah oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je disais, c'est une volonté depuis l'origine en fait du fabricant d'avoir son propre SAV. Alors, est-ce que c'est ce qui explique, parce que j'ai regardé un tout petit peu, j'ai une autre question à te poser, comment fait-on pour obtenir 97% de taux de satisfaction client? Eh bien, c'est parce qu'on a effectivement nos propres techniciens. Alors déjà, on a tout intégré en fait en termes de service après-vente, donc on a notre propre logistique, toutes les pièces détachées sont stockées donc, sur la zone, effectivement. On a 49 000 pièces détachées en stock, 3 500 000 pièces. On a un taux de disponibilité de pièces à 95%, c'est-à-dire qu'une commande de pièces qui arrive aujourd'hui, dans 95% des cas, on a la pièce immédiatement disponible, donc elle va partir le jour même. On livre nos techniciens, donc si un client, un consommateur appelle à midi, on va préparer la pièce, à 15h elle va être expédiée vers nos techniciens, donc elle part de nuit. Et elle va être livrée partout en France. Nos transporteurs, on a les clés des véhicules, on dépose les pièces dans le véhicule des techniciens et le lendemain matin à 8h, le technicien peut partir avec la pièce pour réparer. Waouh, c'est-à-dire que moi, je t'appelle, je suis en région parisienne, je t'appelle vers midi, zut, mon four est tombé en panne. Tu es en train de me dire que le lendemain matin, j'ai toutes les chances d'être réparée? Oui, alors après, il y a effectivement les disponibilités de planning, etc., ou même des fois les contraintes des consommateurs, mais oui. Et Paris, je vais dire, c'est facile parce qu'on livre jusqu'à Nice. Et effectivement, à Nice, oui, à 8h du matin, le technicien peut avoir sa pièce. Ah, même à Nice, même donc si voilà, je t'ai appelé depuis... D'accord, voilà. Partout en France, tu as un délai aussi court. Et on a le stock donc, de pièces qui est effectivement disponible et qui permet effectivement de livrer nos techniciens rapidement. Et après, comme je disais, c'est nos techniciens. Donc ils maîtrisent parfaitement effectivement les produits, les types de panne et vont arriver à faire un taux de réparation au premier passage à plus de 80%. Donc ils ont la pièce tout de suite, ils peuvent intervenir et réparer tout de suite. Et après, ils sont capables aussi d'aller au-delà de la réparation, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement. Donc c'est pour ça que même si effectivement peut y avoir des pannes sur un appareil, le fait de savoir qu'après on peut se reposer sur un SAV constructeur avec un bon niveau de satisfaction, ça permet effectivement de fidéliser aussi les consommateurs. Ils sont prêts à racheter nos marques parce qu'on peut concevoir quand même que ça puisse tomber en panne, mais derrière on sait que ça peut être réparé. Et bien réparé. C'est une véritable attente des consommateurs en termes de service, cette proximité, cette rapidité d'intervention? Là aujourd'hui on est dans un environnement où tout va très vite. Donc oui, il y a beaucoup quand même de demandes sur la rapidité des services. Aujourd'hui, on commande sur Internet, etc. Donc, il y a toujours une grosse pression quand même sur les délais. Et après, oui, ça peut dépendre aussi du type d'appareil qui est en panne. Un réfrigérateur en panne, il faut intervenir rapidement. Bon, certains autres peuvent avoir des délais un peu plus longs. Mais oui, il y a toujours une pression sur le délai. Bon. Après, il faut aussi qu'on arrive à satisfaire et à ce que l'intervention se passe au mieux. Et là aussi, c'est la performance aussi des techniciens en eux-mêmes qui ont l'amour de la marque, parce qu'on a aussi des techniciens qui sont là depuis très longtemps et qui
aiment leurs produits et qui savent aussi les réparer, mais aussi les vendre de par les performances qu'ont les produits. Alors, une fois, on avait échangé sur le fait qu'on assiste à de plus en plus des appareils connectés et tu me disais, pour nous, en SAV, c'est bien parce qu'on peut se connecter sur la machine, déjà savoir ce qui va pas ou la pièce qui est endommagée et pouvoir justement réparer, enfin savoir déjà quelle est la pièce qui est défaillante et donc envoyer le technicien avec la bonne pièce. C'est l'évolution des produits de demain, le fait d'être connecté? Oui, alors on voit on développe de plus en plus de connexions. Alors des fois, on a un peu peur que ça soit intrusif, mais d'un autre côté, ça permet effectivement d'être plus efficace, de mieux connaître effectivement la panne, le comportement du produit, avant de pouvoir intervenir, voire même ne pas intervenir du coup, de pouvoir solutionner certains problèmes à distance. Et l'avenir, effectivement, c'est d'avoir des produits plus connectés pour avoir plus d'informations à distance, voire pour interagir ou réparer à distance. Et c'est ce qu'on a fait pendant la période de confinement. On a essayé de dépanner le plus possible des consommateurs à distance, via même de la visio ou du téléphone, pour donner un taux de satisfaction plus important et réparer rapidement. Donc c'est un canal sur lequel on va travailler. Les technologies se développent et aussi les personnes sont de plus en plus consciente qu'on peut avancer sur ce sujet-là et apporter de la valeur ajoutée. Alors, la dernière fois qu'on en avait discuté, tu avais dit, bah oui, c'est vrai que voilà, je pars travailler, zut, j'ai oublié de faire démarrer ma machine à laver, clac, clac, je peux la faire démarrer à distance. L'évolution de ma machine à laver demain, c'est quoi? Elle ouvre le tambour, elle sort de bras, elle me trie le linge. C'est elle qui va programmer en fait que là, tiens, il faut que je fasse un lessive de blanc, là. Mon four, il va sortir, il va récupérer mon plat. C'est quoi l'évolution d'après toi des produits? De plus en plus, là aujourd'hui, on met de l'intelligence embarquée dans les appareils électroménagers. Donc déjà, les appareils arrivent à estimer le temps de cuisson. D'après le taux d'humidité, on a des capteurs. Donc ça existe déjà. Hein. Déjà? Oui, tout à fait. D'accord. Aujourd'hui, je mets un rôti de bœuf au four, c'est lui qui décide le temps? Oui, on sait dire effectivement quel est le niveau de cuisson, on détecte le taux d'humidité, etc. Donc on va ajuster selon effectivement la masse d'eau qui reste. Et on peut optimiser les cuissons. On a des programmes aussi qui sont développés donc, sur les usines en France. Hein. On a une usine encore à Orléans et à Vendôme. Donc on est le dernier fabricant majeur d'électroménager. Et on développe des programmes aussi qui sont développés avec des recettes françaises de cuisson. Donc c'est aussi très pointu, on peut aller très loin sur effectivement la cuisine. Et on fait des partenariats avec aussi des grands chefs, hein, donc, pour aussi tester nos produits et les développer avec eux. Mais alors toi qui es dans le SAV, tu parles d'intelligence artificielle, etc. Ça va pas venir compliquer la réparation? Par exemple, si mon four demain... il ne fait pas la différence entre le rôti de bœuf, le rôti de porc, et puis il me l'a trop cuit, etc. Toi, ça ne va pas te compliquer les interventions? Alors après, effectivement, l'électroménager a évolué dans le temps. C'était de l'électromécanique. De plus en plus, on embarque de l'électronique, de l'informatique, de la connectivité. Donc c'est sûr qu'il y a des choses qui évoluent. Bon, après, ça permet aussi d'avoir plus d'interactions et d'échanger des informations avec les appareils via aussi des connexions. Donc ça va évoluer. Les problématiques vont aussi évoluer. On peut avoir aussi des problèmes avec la box, parce que si on dit que c'est connecté, etc. Oui. Donc on risque de complexifier un petit peu l'environnement, mais c'est une évolution. Voilà. Donc après, il faut qu'on s'adapte, qu'on trouve aussi des outils pour faciliter, mais c'est forcément des évolutions de métiers, de technologie. Donc oui, ça va bouger. Et d'environnement et de la vie dans laquelle on évolue. Le tambour de la machine s'est ouvert, t'es né dedans. Comment on tombe, comment on tombe dans cet univers d'électroménager? Alors, je suis pas tombé dans l'électroménager. Alors, en fait, moi, c'est toi, quand tu étais petit, qui commençait déjà à programmer la machine, non? Non. En fait, moi, j'ai une formation d'ingénieur industriel, donc j'ai commencé ma carrière dans les chaudières. Donc voilà, donc c'est plutôt le milieu industriel, la technologie, qui fait que j'ai évolué après dans l'électroménager. Mais j'étais dans la fabrication des chaudières, l'industrialisation, et les process industriels sont assez similaires. On retrouve les mêmes métiers, on trouve de la tôlerie, on trouve de
de l'usinage, on retrouve des lignes de montage, etc. Ce qu'on trouve dans l'électroménager comme dans les chaudières. Et d'ailleurs, les équipes que j'ai connues, moi, quand j'étais dans les chaudières, venaient de l'électroménager des usines Brandt. Et moi, voilà, j'ai aussi changé et je suis rentré chez Brandt parce que c'était un groupe industriel avant tout. Il fabriquait de l'électroménager, mais il aurait pu fabriquer autre chose. C'était plus effectivement ce côté industriel, production, qui m'attire. C'est ça qui t'a. Et, voilà. Et donc c'est un peu ça qui effectivement m'a toujours attiré. Et après, donc je suis rentré moi il y a 20 ans donc chez Brandt et dans le service. Et donc j'ai effectivement vu aussi beaucoup d'aspects de métiers différents. Donc sur la gestion des bases de données. La qualité, j'étais responsable qualité, on est sur la certification des process. Après, je suis passé sur la partie organisation informatique également, donc les outils avec les évolutions technologiques, les process, les flux. Et là, pour finir, là, j'ai repris donc, la direction de l'activité service en mi-2017. Et là, c'est encore une autre dimension, parce que là, on est plus sur des aspects de gestion aussi, d'organisation, mais c'est différent. Donc tout ça, effectivement, c'est des process, des équipes à gérer différentes et des évolutions qui font que c'est un peu les opportunités aussi qui s'offrent, qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Alors justement, si tu me permets de rebondir sur une question, diriger toute une branche SAV, c'est quand même assez stressant. Parce qu'il y a la demande, l'exigence des clients, il y a les équipes, c'est comme tu disais la rapidité, la proximité, la qualité aussi de l'intervention. Comment tu arrives à gérer tout ce stress que procure, puis la gestion des équipes aussi, tout ce stress, ces risques, ces prises de risques, ces doutes? Alors déjà, voilà, on a toujours des doutes, des questions, mais il faut être assez humble. Voilà, faut pas se dire on connaît tout, on a la réponse à tout. Après, moi j'ai la chance aussi d'avoir 20 ans d'expérience dans cette société, d'avoir évolué avec des équipes aussi. Donc je sais que je peux m'appuyer sur des équipes solides, des process solides, des organisations qui sont déjà en place, qui ont validé leur robustesse aussi, parce que le monde industriel en France a été quand même pas mal chahuté sur les dernières décennies. On est sur un périmètre qui est quand même très compétitif, hein. C'est de la grande consommation, il ne reste plus beaucoup de fabricants en France, on est le dernier majeur. Donc c'est sûr que c'est un environnement qui est compliqué, mais comme je disais, on a des forces et aussi des process ou des hommes et des expériences qui sont solides et aussi un très fort attachement des équipes. Qui fait que ça permet d'avancer avec sérénité, on va dire. Après, c'est clair qu'on voit la dernière crise, là, c'est des événements qui sont difficiles à prévoir, qu'il faut gérer. Après, il faut savoir prendre du recul et justement prendre le temps d'analyser et pas se précipiter non plus dans les décisions et de voir, ou parfois être capable de dire je me mets un peu en retrait, là ça souffle trop fort. Oui, voilà. Parce que toi, ton site n'a pas du tout fermé pendant cette période ou très court temps. Alors, on a stoppé les interventions des techniciens à domicile quand même, parce qu'il fallait remettre des protocoles sanitaires en place. Mais sur la partie logistique, effectivement, on n'a jamais arrêté d'expédier les pièces. Mais là aussi, on a réduit la voilure, mis en place ce qu'il fallait de façon sereine. Et pareil, en expliquant le contexte, en travaillant avec les équipes, et ça s'est mis en place, effectivement, de façon assez posée. Donc, même si l'environnement est turbulent, après, effectivement, en termes de cadre ou de management, il faut aussi avoir une posture qui amène la sérénité et pouvoir poser. Voilà. Ouais. Donc, alors après, moi, je ne sais pas si c'est l'agence que j'ai, mais bon, je suis plutôt calme. Et le stress n'a pas trop de prix. Comment tu fais? Quel est ton secret pour rester calme, pour garder ton calme? Alors je ne sais pas si c'est un secret. Enfin, après, c'est un peu ma nature. Hein, voilà, donc je ne suis pas impulsif ou voilà, donc de nature. Je suis plutôt quelqu'un d'endurant qui voit plutôt sur le long terme, etc. Voilà, c'est un peu, on va dire, dans ma nature propre. Hein, je n'ai pas un secret particulier. Et après, c'est aussi d'être assez humble sur des situations et prendre toujours un peu de recul et essayer de voir, analyser si effectivement il y a une vraie urgence ou pas. Parce qu'en général, quand même, on a le temps de la réflexion. Même si toi, tu prends toujours ce recul, ce temps de réflexion pour… Alors, c'est le temps de réflexion ou d'avoir plus d'éléments pour prendre des décisions. Voilà, parce que, comme je dis, on n'a pas… la science infuse. Oui, et voilà. Donc il faut aussi savoir
recueillir de l'information, partager avec les équipes et voir quelle serait la meilleure solution. Alors après, on ne l'a pas forcément non plus. Et souvent, enfin moi j'ai une image souvent partagée, quand il y a deux chemins, on ne sait pas lequel prendre. Soit on attend jusqu'à temps qu'on sache lequel il faut prendre, vaut mieux peut-être s'engager, voir que c'est peut-être pas le bon, mais au moins on a l'information que c'est pas le bon, on fait demi-tour, on prend le bon. Voilà, donc il faut avancer. Le droit de se tromper. Oui, il faut avoir le droit de se tromper, il faut avancer pour effectivement savoir où on doit aller et adapter aussi à la situation. Mais quel est quand même ton moteur ou ton... je sais pas, qu'est-ce qui te fait avancer pour pouvoir avancer déjà, et puis avancer de cette façon aussi calme, aussi posée. Ton carburant, ton moteur, c'est quoi? Alors, le carburant, je sais pas, c'est la volonté de bien faire. Donc à chaque fois, quand j'essaie de commencer quelque chose, c'est de vouloir le bien faire. Donc d'aller au fond des choses et avoir toujours un bon résultat, ne pas bâcler. Voilà. Donc après, là, de la partie SAV, je pourrais faire autre chose. J'ai fait du sport, j'en fais moins là en ce moment, donc, mais la course de fond, j'ai fait des marathons. Quand je me suis mis à faire du marathon, je voulais le faire bien, donc je l'ai fait à fond. Je courais 5 fois par semaine, etc. Et puis j'ai essayé de faire des chronos. Voilà. Donc quand je commence quelque chose, j'essaie d'aller aussi à fond et de le faire bien. Voilà. Donc après, mais il faut prendre le temps pour le faire. Des fois, ça prend du temps. Alors là aussi, quand je dis, c'est avoir de la patience et prendre le temps de le faire pour bien faire. Calme, patient, voilà, que de belles qualités. Les journées ne sont pas rallonges. Donc comment tu fais pour arriver à... Si, elles sont rallonges. Oui, je les allonge un peu, mais c'est pas très bien. Comment tu fais pour arriver à négocier ton temps à l'entreprise, ton temps au niveau privé, tes loisirs, et puis ton temps familial. Donc c'est sûr, là moi je fais des grosses journées. Alors après c'est pareil. Alors, attends, qu'est-ce que tu appelles grosse journée? Parce que moi j'ai appris qu'il y en a pour certains, grosses journées, oui, c'est ce qu'on appelle des énormes journées, donc grosse journée. Bon, je commence vers 8h ou 9h et après bon, je peux finir à 20h, voilà, avec des pauses qui sont des fois un peu courtes, voire pas de pause des fois le midi. Donc ça peut faire effectivement une amplitude horaire assez grande. Donc la vie de famille? Donc du coup, alors voilà, ça empiète sur la vie de famille. Voilà, après j'ai la chance effectivement d'avoir mon épouse qui comprend le contexte, qui a aussi travaillé en entreprise. Bon, mais il faut effectivement arriver à se mettre des limites. Bon, alors après c'est toujours compliqué quand on est à la tête d'un établissement, il y a des impératifs et il y a des situations qui font qu'il faut, voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer et après le contexte effectivement familial est important pour arriver à bien accompagner et à gérer ces amplitudes horaires. Donc tu as besoin de cet équilibre pour pouvoir être bien dans l'entreprise? Oui. Donc après c'est aussi le travail qui est fourni au niveau de l'entreprise. C'est des points sur lesquels moi quand je disais sur la partie industrielle ou les process, etc., c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Donc je suis dans un environnement où le travail, c'est ton plaisir. Alors c'est plaisir, il y a des situations compliquées, oui, voilà. Oui. Mais effectivement, je ne prends pas ça comme une contrainte. Donc, et après, souvent on me dit que je parle un peu trop de mon travail, même en dehors du travail. Parce qu'on me dit Monsieur Brandt, voilà, parce que je suis assez passionné par ce que je fais et voilà, donc c'est des choses qui permettent aussi d'avancer. Je t'avais demandé de ramener quelques pièces, alors soit qui traduisent un peu ton activité ou tes passions, les objets auxquels tu es attaché. C'est le premier tambour de machine à laver, cet objet? Alors non, pas du tout. Alors effectivement, ça n'a rien à voir avec l'activité SAV, d'électroménager. C'est plus pour illustrer un peu mes goûts, certaines passions que j'ai. En fait, ça illustre un peu mon attrait sur les technologies ou la mécanique. Donc là, c'est un moteur Stirling. Donc c'est un petit moteur à air chaud qui fonctionne simplement si on mettait de l'eau bouillante là, sur le MOG, ça permettrait de faire tourner l'activité tout seul. D'accord. Avec la différence de température simplement entre le bas du moteur et le haut du moteur. Et ça, c'est une technologie qui existe depuis la fin du 19e siècle. Et bon, c'est des choses que j'aime bien, de comprendre et voir comment ça fonctionne, etc. Alors il y a une petite pièce là qui m'intrigue. Alors là, c'est une pile à combustible. Donc là aussi, c'est la source d'énergie, on va dire, un peu du futur. On commence à parler
voitures à hydrogène ou même des avions à hydrogène. On voit qu'on essaye de faire voler des avions à hydrogène pour 2035. Donc ça, c'est une pile à combustible. Ça permet de faire de l'électricité à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors ça fonctionne comment? Donc en fait, là, si on injecte de l'hydrogène et de l'oxygène, ça va permettre en fait de reconstituer la molécule d'eau et ça génère de l'électricité. Donc le rejet de cette pile, là, c'est de l'eau. Donc les voitures électriques demain rejetteront de l'eau. Alors, excuse-moi parce que bon, c'est pas tellement mon domaine, mais rien qu'avec ce petit truc, on va faire avancer une voiture, non? Alors voilà, on va en mettre un peu plus et des plus grosses. D'accord. Mais sur le principe, c'est ça. Mais sur le principe, c'est ça. Voilà. Et donc, on fera le plein d'hydrogène. Et après, avec l'oxygène qu'on a dans l'air, ça permettra de faire de l'électricité et de faire tourner Donc, ce sera des voitures électriques, mais avec un carburant d'hydrogène. Donc voilà. Donc, alors, il y a une autre pièce qui, c'est la carte mère d'une machine à laver? Et là, c'est toujours pas de l'électroménager. Donc, en fait, ça, c'est un nano-ordinateur. Donc, c'est des tout petits ordinateurs qu'on arrive à faire pour pas très cher. Ça coûte 10 €, je crois, à peu près. Et après, donc, on retrouve toutes les fonctions d'un ordinateur, voire plus, parce qu'on peut connecter des moteurs, programmer des robots, etc. Donc ça, c'est un peu les évolutions aussi technologiques qu'on a, qui vont très vite sur le digital. Et aussi petits? Alors là, il y en a même encore des plus petits, d'ailleurs. Et on pourrait brancher un écran, un clavier, une souris. Il y a un système d'exploitation, on peut faire aller sur Internet, etc. Donc voilà. Et après, c'est des choses qu'on peut après mettre en application. Tout à l'heure, on parlait des interventions connectées, etc. Donc c'est des choses qu'après on peut retranscrire. Donc là, c'est à la fois moi un peu des choses que j'aime bien suivre, etc. Mais qu'on peut appliquer. Donc c'est là aussi où on se dit tiens, là il y a des pistes. Et quand je disais le travail, personnellement, j'arrive à retrouver aussi des choses. Donc en fait, toi, ton travail, c'est un peu ton terrain de jeu aussi, ta passion, c'est quelque chose qui te... On y passe suffisamment de temps, il faut arriver quand même effectivement que ça puisse recouper des passions. Chez toi, il y a plein de petits objets comme ça? Oui, alors là, il n'y en a pas forcément autant, j'en ai là quelques-uns. Après, bon, c'est des choses aussi, ou des revues, des actualités que je suis, bon voilà. Mais oui, j'ai fabriqué, alors, avec les enfants, là, j'ai essayé, quand ils avaient leur cours de physique, on a fabriqué des moteurs électriques, on fabriqué des piles, etc. Ah, tu fais en sorte qu'ils trempent bien dedans pour... Oui, alors des fois ça accroche, des fois non. Des fois ils me disent, sur l'ordinateur là, ils préfèrent le leur, qui est quand même avec des jeux plus... Oui, bien sûr. Je me souviens, tu avais fait une réponse très pertinente à l'époque quand on s'était préoccupé justement de tous les objets connectés. Et en disant attention, parce que c'est vrai qu'il y a des gens malveillants qui peuvent prendre possession des objets connectés, comme les petits nounours ou les petites poupées. Et je t'avais regardé, je t'avais dit, bah oui, c'est vrai que ça peut être dangereux d'avoir une machine à laver connectée. Tu m'as dit, écoute, je vois mal une machine à laver attaquer une personne. Donc, et tu nous avais expliqué justement du point de vue technologique comment ça fonctionnait et quelles étaient quand même les limites de la technologie. Mais enfin, on se rend compte que ça peut aller quand même très loin. Oui, alors c'est pour ça. La technologie évolue très vite. Alors après, il faut qu'on arrive effectivement à les intégrer et puis à trouver aussi des vrais besoins, des vraies applications pour, en fait, sur la partie électroménager, nous, c'est effectivement aider au quotidien et faciliter la vie des gens avec des appareils qu'ils utilisent donc tout le temps. Donc après, on a un périmètre d'activité qui est très large. Là, c'est aussi le domaine de la R&D au niveau du groupe pour trouver des applications et faciliter la vie au quotidien. Et également, nous, sur la partie SAV, c'est de faciliter aussi la réparation, le support et donc l'accompagnement qu'on peut donner sur ces justement, produits. j'avais une dernière question par rapport à ça. Je suis allée sur le site web Brand France SAV et il y a quelque chose qui m'a énormément étonnée. Je me suis dit, tiens, c'est pour pas que je les appelle qui font ça. Mais enfin, ceci dit, je me suis pris au jeu. Tutoriel, encastrement table induction, donc raccordement électrique cuisinière, changement injecteur cuisinière. Alors le tuto que j'ai préféré, c'est le tuto branchement électrique table induction. Donc c'est pour petit à petit informer vos clients ou faire en sorte qu'ils ne vous appellent pas pour quelque chose qui est facile à faire. Enfin, facile à faire pour vous quand même. Oui. Alors en fait, là on voit de plus en plus les gens essaient de réparer eux-mêmes ou de prolonger la vie de leurs produits. Donc, une réparation, c'est un coût. Donc, effectivement, quand il y a un technicien qui vient, il va effectivement réparer avec un
très haut niveau de satisfaction, certains préfèrent le faire eux-mêmes. Donc on a un site internet où on vend les pièces détachées pour leur permettre de réparer. Ah, je trouve ça extraordinaire. Donc, en plus, c'est bien fait, c'est bien expliqué, vraiment. Donc il y a aussi des tutoriels là qu'on commence à mettre en ligne pour aussi accompagner, parce que bon, c'est pas non plus évident. Puis c'est pas destiné à tout le monde. Il y en a certains qui aiment bien la technologie, oui. D'autres non. Bon, on va jamais le mettre. Bon. Oui, c'est vrai qu'il faut un minimum avoir une petite caisse à outils. Voilà. Mais on voit, et nous-mêmes, on a été les premiers surpris. On a mis des pièces à la disposition qui sont assez techniques parfois, et on a beaucoup de sollicitations sur le sujet. Et on essaye effectivement d'accompagner au mieux avec le maximum de prestations possibles. Donc, il y a des techniciens qui peuvent intervenir rapidement, de main à distance. On met à disposition là aussi les pièces détachées. Et globalement aussi, c'est pour favoriser au maximum la réparation et la durabilité des produits. Il y avait un slogan de Brandt, c'était « fabriquer pour durer ». Oui, et comme je disais au début, effectivement, notre échange, on a toujours misé et investi sur la réparation, sur la pérennité des produits, parce qu'effectivement, c'est de montrer effectivement que l'investissement sur les produits de la marque sont des investissements à long terme. En moyenne, il y a 7 appareils électroménagers par foyer, et on veut effectivement fidéliser au maximum. Si tu continues, on va tous acheter toutes les marques de Brandt à partir de ce soir. J'ai l'impression quand même que ça fait partie aussi de tes valeurs. Ah oui, alors après, des valeurs très terriennes, très simples, très saines, même voire par moments très pures. Oui, alors après, c'est sûr qu'on partage quand même le même environnement. Il y a les entreprises, mais après, on est sur la même planète. Donc, on voit aussi les contraintes qu'on a. Donc, il faut arriver à s'inscrire dans une démarche à long terme. On disait au début, ça fait 40 ans effectivement qu'on est là. C'est une société qui dure, qui est fait aussi qui investit sur le futur. On est aussi une entreprise responsable à tous les niveaux, avec nos sous-traitants, nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs. Et il est clair qu'on fait tout pour faire qu'on soit dans un environnement donc de travail, mais également en termes de recyclabilité, de contexte qui soit en adéquation avec effectivement nos attentes et les envies des collaborateurs, des consommateurs. Donc oui, c'est un tout. Et plus on est sincère dans cette démarche, plus c'est facile aussi à avancer. Non, mais c'est parce que je pense que ça te colle bien à la peau, la sincérité. Juste avant qu'on se quitte, Benoît, là j'ai un tout petit piège. C'est juste, tu vois, juste là, il y a plein de petites questions. Ce sont des questions que les personnes se posent un peu sur les dirigeants. Donc, bien sûr, alors tu tires une question, puis tu réponds en toute honnêteté et sincérité, s'il te plaît, comme tu l'as fait depuis le début. Quel est ton acteur ou ton actrice préférée? Pourquoi? Alors, zut, pour quelqu'un qui nous a ramené des pièces de... Oui, non, mais pas de souci. Vas-y. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est la bonne humeur, le côté fantaisiste, cascadeur, etc. Moi, j'aime bien voir les films pour me distraire, voilà, et typiquement, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc l'aventure, la bonne humeur. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui te ressemble, parce que on dit de toi quand même que tu es quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est calme, posé, réfléchi. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Benoît, parce que là, tu nous as amenés dans un univers, alors certes, peut-être un peu plus compliqué, mais un bel univers et qui fait partie de notre environnement en plus de tous les jours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un autre rendez-vous. Et puis d'ici là, vous likez, vous partagez, vous commentez. Vous pouvez même inscrire des questions. Je suis sûre que Benoît, tu t'engages à répondre pour un tutoriel sur une machine à réparation d'une machine à laver. Je ne sais pas pourquoi les femmes parlent toujours d'ailleurs d'une machine à laver. Je crois que ça doit être notre cauchemar. Je vous dis en tout cas à très bientôt et entre-temps, prenez bien soin de vous. Au revoir.